Up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si ça va moins bien aujourd'hui, mais je suis sûre que la conversation va vous inspirer, va vous donner une bonne dose de positif, de awesomeness, comme j'aime bien dire. J'ai un invité spécial avec nous aujourd'hui, Philippe. Bienvenue sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi, Claudia? Ça va bien, merci. J'aime toujours donner un petit peu de contexte sur pourquoi j'ai décidé d'inviter des invités, d'où que je vous connais, etc. Philippe, je t'ai découvert avec ton père. Tu as fait une conférence lors du Congrès de la santé intégrative qui avait eu lieu en janvier 2023, qui avait été co-organisé par Jean-Christophe, qui est un de mes partners business. Avec JC, on fait la certification mieux, entre autres, pour les entreprises. Et j'avais adoré ta conférence parce que moi, j'ai un background très kinésiologie, entraînement, mais avec mes années, je me suis plongée dans la nutrition, la relation avec la nourriture, après ça, le mindset, développement personnel, spiritualité. J'ai fait des cérémonies, tout le côté chamanique, quantum field, métaphysique. Puis, c'est rare qu'on entend des gens aussi bien vulgariser puis faire le pont entre tout ça. Fait que de ton expérience personnelle et professionnelle, puis de partager ça avec ton père, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment spécial comme conférence. Fait qu'on s'est écrit là, dernièrement sur les réseaux sociaux, ça m'a fait full plaisir de pouvoir te recevoir. Donc, rapidement, qui es-tu? Comment te décris-tu aujourd'hui en 2024 avec tout ce bagage-là qui est quand même long là, que tu as accumulé dans tes dernières années? Ben, j'aime bien raconter un petit peu l'histoire de, je suis né avec mon père qui était le docteur Brouillard quand je suis né. Là, aujourd'hui, il a pris sa retraite, ça fait à peu près depuis 2022. Fait que grosso modo 2 ans, tout dépendant quand vous l'écoutez. Mais je suis né aussi avec un père médecin, mais aussi un père spirituel. Fait qu'un peu le mélange entre la spiritualité et la science était déjà un peu indirectement dans ma réalité. Mais je me suis tout le temps senti différent. À 5 ans, j'étais comme, je vais changer le monde. D'où ça venait, on ne sait pas nécessairement, on peut avoir une idée, mais... Et même à 14 ans, je voulais quitter l'école. Je trouvais que l'école servait à rien. Après ça, je suis allé dans les sports de haut niveau. J'ai été 21e au Canada en ski acrobatique, discipline des bosses. Fait que c'était ma sortie de l'école. J'ai sorti du cégep. J'allais du cégep à un certain moment, 2 jours par semaine, parce qu'on était en compétition, en entraînement la plupart du temps. Et j'ai commencé à travailler mon père après comme médecin, mais j'étais comment la médecine pour moi, ça m'intéressait pas en tout. Jusqu'à temps qu'il m'envoie dans un week-end en médecine fonctionnelle où est-ce que j'ai dit, même si mon père faisait ça, mais j'étais pas ouvert à ça parce que c'était mon père. Tu sais, souvent, quand c'est nos familles, nos parents, nos enfants, frères, nos sœurs, on est plus ou moins ouverts à cette réalité-là, donc on va aller voir ailleurs. Et tranquillement, je commençais à m'apercevoir qu'il y avait des gens qui étaient vraiment intéressés à aider autrui. Hein. C'est un peu ça, à 5 ans, changer le monde, je me voyais dans... Et j'étais tout le temps à la recherche de quelque chose qui manquait. À 8 ans, je me faisais appeler le souriant. Mais à un moment donné, j'ai perdu ça. Je suis devenu dans les sports extrêmes, dans les choses extrêmes. C'était tout le temps extrême. Et j'ai commencé de la PNL, l'hypnose, du chamanisme. Comme tu as nommé toutes sortes de choses, j'en ai fait des certifications, des centaines de milliers d'heures de formation, de certifications, de coaching, mais il y avait tout le temps quelque chose qui manquait. Je me suis dit, je vais aller en médecine. Cheminement non particulier, j'ai pas fait mon cégep en 2 ans comme tout le monde, même si j'ai des notes extraordinaires, j'ai plein de formations, j'ai un CV, les gens sont comme moi, ou j'ai jamais vu un CV comme ça, mais t'es pas comme tout. Je me suis dit, je vais aller faire un MBA à la place. Parce que ça m'intéressait pas trop faire de biochimie ou de la biologie, ces choses-là m'intéressaient pas. Vraiment, j'avais fait une session, j'étais comme bon. Fait que je m'en vais faire une maîtrise. Je finis avec des super belles notes en MBA, je m'envoie appliquer, il me dit, la maîtrise te donne des points sur ton bac. Vu que t'as pas de bac, on fait rien avec ça. Donc, un autre cheminement non particulier, t'as encore des super notes, mais t'es différent, fait que ça fait.
Fait que j'étais tout le temps comme, OK, il manque quelque chose. Fait que ce sera pas en médecine. On a continué l'entreprise familiale après avec ma femme, Natacha Azrak, en médecine fonctionnelle. Mais il y avait tout le temps quelque chose qui manquait, même si j'avais énormément de succès avec les gens. On transformait des vies. Il y avait des gens en arrêt de travail depuis des années, ils retrouvaient la qualité de vie, retournaient à un travail, retrouvaient... Mais même si je faisais une différence, il y avait tout le temps quelque chose qui manquait. Fait que des fois, on peut penser qu'on est aligné sur quelque chose, puis on aide autrui, ou mettons comme toi, tu aides autrui, mais tu te dis, il manque quelque chose. Mm-hmm. Ça veut pas dire que ça l'est. Souvent, je vais donner l'exemple du professeur de yoga, il a changé de la job d'avocat ou peu importe, il est rendu professeur de yoga, puis il dit, je suis aligné, mais ça veut pas dire qu'on fait quelque chose qui aide autrui, qu'on est aligné avec notre mission. Jusqu'à temps que je me dis, OK, il faut que je sorte de l'entreprise, mais il faut que je fasse quoi? Je sais pas encore. J'ai commencé à chercher, et là, c'est là que j'ai trouvé un doctorat qui parlait de la physique quantique. Et là, c'est un doctorat spécifiquement en sciences quantiques. Donc, on prend les principes de la physique quantique. Donc, l'explication de l'infiniment petit, l'énergie en réalité, et on va expliquer ce que la spiritualité nous a dit depuis des années, depuis des milliers d'années, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme. Il y avait tous les mêmes genres de conversations. Ils nous disaient ça soit de façon intuitive, ou il y avait des choses qu'ils connaissaient qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on commence à réapprendre que ces choses-là qui nous ont enseignées depuis si longtemps est vraiment vrai. Un peu comme Bouddha nous disait, on est à 99,999% d'énergie ou de vide, qui disait en réalité emptiness. Ouais. En physique quantique, on voit cette même réalité-là. En hindouisme, ils vont dire que Shaviluran Brahman, ce qui veut dire tout est conscience. On voit la même chose en physique quantique. Donc, on commence à réaliser que qu'est-ce qu'ils nous ont dit, fallait croire un peu de façon intuitive ou de façon un peu aveuglement. C'est ce qu'ils nous dit, ça fait du sens. Mais aujourd'hui, on peut amener avec notre cerveau gauche, comprendre cette notion que, ça fait vraiment du sens. C'est la science nous le prouve. Même Alain Aspect, un Français en 2022, a gagné le prix Nobel, qui expliquait des concepts de physique quantique. Donc, c'est vraiment rendu pas juste quelqu'un qui le dit dans son salon, mais c'est vraiment scientifiquement prouvé aujourd'hui. Donc, et je suis comme passionné à faire comprendre les gens cette réalité-là et faire un shift dans leur perspective. Et ma thèse est spécifiquement sur le bonheur. Et donc, c'est comme un peu retrouver cet enfant qui était à 8 ans, souriant et tout le temps heureux. À un moment donné, j'ai perdu cette partie-là. Et c'est ce que je suis allé comme un peu rechercher par la bande. Et mon père, spiritualité et science. Et aujourd'hui, c'est ce que je retourne indirectement par beaucoup de sentiers, pas tout le temps plaisant, mais ça nous a amené une expérience et une expertise complètement différente. Et aujourd'hui, je suis passionné à amener plus de bonheur et plus de joie dans la vie des gens en amenant cette partie de science et spiritualité. Petite histoire courte. Ouais, non, mais ton parcours il est super intéressant, puis je peux raisonner à différentes étapes aussi. Même moi, je me suis toujours sentie différente. J'étais la fille en première année qu'on envoyait dans le corridor lire des livres parce que je m'emmerdais dans la classe, puis je détestais l'école, puis je trouvais ça donc inutile. Moi, j'ai fait du patinage artistique quand même de haut niveau, fait que c'était ça mon sport. Ma mère, elle essayait de me faire manquer le plus d'écoles possible pour que je trouve ça un petit peu challengeant, tu sais, si je manquais des choses ou des examens. Quand j'étais petite, je me faisais traiter de sorcière parce que j'avais des rêves prémonitoires ou que j'avais une intuition tellement forte. Fait que j'ai comme réprimé un petit peu ces cadeaux intérieurs-là pendant quelques années, un peu comme toi, t'as perdu ton sourire. Et là, avec le travail qu'on fait sur nous plus tard, ça revient, tu sais. Donc, je peux vraiment raisonner avec plusieurs parties de ton histoire. Je veux revenir aussi à quelque chose que tu as mentionné parce que c'est super important, cette espèce de sensation-là de « il manque quelque chose ». La vie va bien, je suis confortable, everything's good, tu sais, tout va bien, mais il manque quelque chose. Est-ce que tu arrives à décrire un peu, au-delà de peut-être cette pensée-là, comment qu'on le sait ou comment on peut être en connexion avec cette espèce de sensation-là de « il manque quelque chose ». Tu sais, parce que souvent, on l'oublie, là, on est dans un pilote automatique, puis c'est là qu'on a des crises de quarantaine, puis des crises de, tu sais. Fait que toi, comment tu l'as senti, ou les gens avec qui tu travailles, comment on peut reconnaître cette sensation-là, ou cette croyance-là, ou cette réalité-là qui, il me semble qu'il manque quelque chose? Ouais. Fait que, comme pour le reconnaître, la première des choses, c'est qu'il faut être connecté à notre corps. On a été vendu, là, je vais en parler, mais on a été vendu un peu qu'on a juste un corps physique et ça finit là. Et surtout la femme, moins chez l'homme, parce que l'homme a déjà moins d'émotions, moins de ressentis. La femme, si on peut, c'est soit belle, soit gentille, pas trop d'émotions. Et même dans le mode corporatif, c'est encore beaucoup comme ça. Les femmes qui gravissent les échelons, c'est les femmes qui enlèvent leurs émotions.
Oui. Donc, on se retrouve malheureusement, on veut plus de femmes, mais c'est pas plus de femmes qu'on veut à la gestion, mais c'est plus d'énergie féminine, c'est plus d'émotion, c'est plus d'intuition. Mais c'est inconfortable pour les hommes parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on n'en veut pas de ça. Donc, on a appris à supprimer un peu tout ça. C'est pour ça que la femme a beaucoup plus la crise de la quarantaine que l'homme. L'homme continue sur son chemin un peu aveuglement dans tout ça. Et donc, c'est de reconnecter avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Hein, au début, on a nos 5 sens, qui est vraiment notre corps physique, l'expérience du monde extérieur, du monde matériel. Après ça, il faut aller à l'intérieur. Et que si on regarde, que ce soit les Juifs, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le chamanisme, ils parlent tous qu'on a différents corps. Et même Jésus disait on a différents temples. Mais c'est ça, on a notre corps physique, oui, mais on a notre corps vital, qui est l'aspect des ressentis, des sensations, des sentiments. Et donc, on a après ça tout l'aspect du mental. Fait que ça, on commence à l'accepter de plus en plus, mais on a oublié qu'il y a une partie de ressenti. Fait qu'on parle de genre, OK, on va parler du mental. Les psychologues sont rendus très bons pour parler du mental, mais on oublie beaucoup qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est beaucoup là les messages qu'on va avoir. Ouais. Mais la principale raison pourquoi on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, sur qu'est-ce qui manque, c'est qu'on cherche tout le temps à l'extérieur. On a été appris avec l'éducation que la vie, ça se passe à l'extérieur. Une personne qui réussit, c'est une personne qui a une grosse voiture, qui a un gros salaire ou qui a un gros titre sur sa carte d'affaires. Donc, on a tout le temps la poursuite de quelque chose. Et donc, on pense tout le temps qu'il manque quelque chose parce qu'on a tout le temps la recherche. Et c'est un peu de ça dans les études au niveau du bonheur. Ce qu'ils vont te garantir, c'est la poursuite du bonheur. Tu peux jamais l'atteindre parce qu'en réalité, on est à la recherche du plaisir. Et le plaisir, c'est très moléculaire. Tu vas en avoir et à chaque fois que tu as du plaisir, ben après, c'est des hormones, ça disparaît, ça revient, ça disparaît, ça revient. Mais le bonheur, il est intérieur. Fait que cette chose-là qu'on manque, on pense qu'il manque quelque chose, mais il manque rien en réalité. Il faut juste retourner à l'intérieur de soi, dans son temple, dans qui nous sommes et commencer à réaliser que ce qui manque, c'est souvent des choses qu'on a gérées ou qu'on a eu à dealer, des traumas, différentes expériences de notre passé qui nous fait qu'on est en manque, mais on n'est pas en manque. Il faut juste comme réapprendre ou apprivoiser ou aimer ces parties-là qu'on a des fois délaissées. C'est un petit peu la chanson, je ne me rappelle plus c'est quoi, c'était un petit bonheur que j'avais laissé sur le bord du chemin ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est un peu cette réalité-là. C'est comme il te manque ce petit bonheur parce que tu l'as laissé aller par rapport à ton passé. Tu te dis, je vais être plus fort aujourd'hui parce que je ne veux plus avoir de blessures. Mais tout ça est inconscient. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à mettre le doigt dessus. Donc, on pense que c'est la prochaine formation, on pense que c'est la prochaine chose. C'est tout le temps extérieur. Donc, on est tout le temps à la recherche de quelque chose qui est la poursuite de ce qui manque et on ne l'atteindra jamais vraiment jusqu'à temps qu'on aille à l'intérieur de soi. Pardon, j'allais dire, ça me fait penser un peu au quote qui dit que le bonheur, c'est pas la destination, c'est vraiment le chemin qui te rend à... Puis aussi la personne que tu deviens sur ce chemin-là vers... Je pense que c'est correct d'avoir des objectifs, c'est correct de vouloir accomplir des choses, c'est correct de vouloir évoluer. Je pense qu'en grande partie, notre âme est ici pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, mais c'est aussi la personne que tu deviens dans ce processus-là qui t'amène, ce bonheur-là, et non juste la destination finale. Mais si on regarde comment on définit le bonheur, si je garde ça simple, on peut dire que c'est une expansion de conscience. Donc, c'est complètement intérieur. Et donc, plus que tu évolues, plus que à ce moment-là que tu vas aller chercher du bonheur. Mais on a défini notre vie que c'est à propos de l'accumulation de biens. Et là, c'est parce qu'on est en train de croire que on est juste un corps physique. Et si on réalise qu'on n'est pas juste un corps physique, un peu comme la spiritualité ou même la physique quantique nous dit qu'on est juste énergie, eh bien, est-ce qu'il y a plus que ça? S'il y a plus que ça, donc à ce moment-là, est-ce que le faire qu'on a appris dans notre vie, faire pour avoir quelque chose, pour un jour être heureux, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est un peu ce challenge de dire, OK, ben si on est seulement un âme énergétique, on est un âme peut-être, on évolue peut-être, est-ce qu'on a une réincarnation? Donc, c'est quoi le but de la vie? Si on regarde toutes les traditions spirituelles, ils disent que tout le but de la vie, ils ont toutes la même chose, ils vont dire le bonheur ou l'illumination. Ça revient tout le temps à ces deux mots-là. Et donc, si c'est ça le but de la vie, pourquoi qu'on travaille, puis qu'on travaille, puis qu'on travaille, puis qu'on est malheureux? Fait que il faut redéfinir comment est la vraie vie. Et à l'école, malheureusement, c'est l'école du travail et non l'école de la vie. Et l'école qu'on a aujourd'hui a été bâtie principalement par John D. Rockefeller, qui était un des plus riches au temps fin des années 1800, début des années 1900, avec Henry Ford et Andrew Carnegie. Ils se sont dit comment qu'on fait pour avoir plus de travailleurs.
On bâtit un système d'éducation. Ils sont allés sortir le système d'éducation qui vient de la Prusse, qui était l'Allemagne anciennement. Et donc, l'Allemagne s'est posé la question, quand ils ont envahi la Pologne, ils se sont posé la question, comment qu'on fait pour, dans un sens, changer une génération pour qu'ils suivent qu'est-ce que nous on dit et qu'ils se rebellent pas par le gouvernement. Fait qu'ils ont bâti un système d'éducation, ils se sont aperçus qu'en un système d'éducation, une génération, ils pouvaient changer leurs croyances. Et à ce moment, c'est ce modèle-là qu'ils ont amené en Amérique et c'est ce modèle-là qui est partout dans le monde aujourd'hui, pratiquement partout. Et donc, ils nous ont amenés à devenir des travailleurs. Et même John D. Rockefeller, il l'a dit en 1906, je veux pas une nation de penseurs, je veux une nation de travailleurs. Et donc, on est à la fin de travailler. La cloche sonne, on est comme à notre poste de travail, comme dans une chaîne de montage, qui était initialement cette réalité-là en ces années-là. Et donc, on nous a formés, on nous a dans un formaté qu'il faut travailler, puis c'est comme ça qu'on va avoir le bonheur. Tu sais, combien d'enfants que leur réalité, c'est OK, ben je m'envoie à l'école pour avoir un diplôme, pour avoir un bon travail, pour avoir un travail, pour avoir de l'argent, pour avoir une maison, pour avoir... Donc, on dit tout le temps pour avoir quelque chose, mais on n'apprend pas à vivre. C'est un peu pour ça, moi, je trouvais que l'école était comme sans sens, parce que ça donne quoi d'apprendre, qu'est-ce qui s'est arrivé. Par exemple, on a nos cours d'histoire, puis ils nous appellent que c'est la vérité. Mais c'est drôle, les cours d'histoire qu'on a au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Russie, on a toutes des histoires différentes, mais c'est toute la réalité. Ouais. Fait que c'est là qu'on commence à voir que, même ce qu'on apprend en physique, on voit qu'aujourd'hui, c'est plus nécessairement cette réalité-là. La physique newtonienne, la physique classique qu'on a appris, Darwin, la même chose. C'est tous des concepts qui sont pas vrais. Et même Darwin lui-même le disait avant sa mort, que qu'est-ce qu'il avait dit n'était pas vrai. Même si c'est ce qu'on a appris pareil. Ouais. Donc, c'est quoi la morale de cette réalité-là? Il faut questionner les choses. Il faut amener du sens dans notre vie. Et malheureusement, c'est plus facile de consommer. Aujourd'hui, les TikTok, les Reels, ou je sais pas quoi, les plus courts, les shorts, whatever, je connais rien là-dedans. Et donc, ces affaires-là qui durent comme 5 à 10 secondes, les gens consomment beaucoup, c'est beaucoup d'informations, c'est de la stimulation, c'est hormonal, mais c'est vide de sens. Mm-hmm. Et à ce moment-là, quand on est vide et on est fatigué à la fin de notre journée, on se remplit de vide, mais on se remplit de quelque chose, mais on va jamais rechercher ce sens-là. Ouais. Donc, on est diverti constamment à ce moment-là et on n'est jamais vraiment en train d'aller où chercher. Là, aujourd'hui, divertissement, 24 heures sur 24 dans nos poches, constamment avec. Et le divertissement a commencé principalement en temps de Rome. Rome ne voulait pas que le peuple se révolte, donc ils ont sorti les gladiateurs, les ci, les ça. C'était le divertissement. Ouais. Fait que on a cette même réalité-là aujourd'hui, donc à ce moment, on se pose pas trop de questions, et ainsi de suite. Il y a des histoires comme que le COVID qui est arrivé ou différentes choses. Ce qui est positif, ça amène des éveils de masse aussi. Il y a des gens qui se sont posés des questions. Ouais. Mais comme le bouddhiste dit, la plus grande source de souffrance, c'est l'ignorance. L'ignorance de la vraie nature, de comment le monde fonctionne. C'est souvent dans ces plus grandes sources de souffrance qu'on va avoir un plus grand éveil. Je parlais avec quelqu'un derrière moi, puis elle me dit, c'est quoi qui t'a amené les plus grands changements dans ta vie? C'est mes plus grandes pannes, mes plus grandes souffrances. Parce que t'as comme pas le choix. Et c'est pour ça que le bouddhiste dit la vie est souffrante, à quelque part, sans cette partie-là. Mais on veut pas aller là. On veut pas aller dans cette souffrance-là. Et donc, c'est plus facile de rester dans l'équanimité, dans les choses, c'est calme, pas besoin de trop forcer. Le travail 9 à 5, on se pose pas de questions. Mais c'est quand on commence des programmes de coaching, des choses comme ça, on est comme, oh my God, ça brasse, là, on veut pas trop aller là. C'est plus facile de rester, dans un petit lac, le lac est calme, d'aller dans la mer avec les vagues de 20 pieds, de 5 mètres, 10 mètres. Je sais pas si j'irais là, tu sais. Ouais, alors ça mais notre vie, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, on préfère cette calmité. Et on va faire un cours, parce qu'on va faire des cours, mais on se pose pas trop de questions. Fait que comme je suis dans l'action. C'est ça. Fait que c'est comme je me tape sur le dos, je suis dans l'action, mais je suis pas en train de me challenger, je suis pas en train de me confronter à... Donc, c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. C'est comme va au gym. Tu pousses jamais, fait que tu brûleras jamais de muscle parce que tu n'as pas de stress. Le stress t'amène que le muscle va grossir. Ouais. C'est cette même réalité-là, mais dans notre vie personnelle, émotionnellement, mentalement, on y va moins. Aller au gym, c'est facile. C'est physique. C'est le corps physique qui travaille, tu sais, dans un sens. Y aller, c'est autre chose, mais une fois que tu as rendu sa machine, pas très compliqué, tu sais. Ouais. Donc, c'est... Ouais, fait qu'on commence où? Tu sais, les gens qui entendent ça ou qui ont déjà commencé un petit peu cette espèce de réflexion-là, de prise de conscience-là, c'est beau de
d'éveiller des petites cloches, là, mais tu sais, dans l'action, comment on fait pour changer notre réalité? Parce que Fait que j'entends aussi peut-être des limiting beliefs, des croyances limitantes de ouais, comme, ben là, j'ai des factures à payer, puis je vais pas ouais. arrêter de travailler du jour au lendemain. Mais là, faut que, tu sais, mes enfants, tu sais, fait qu'on commence où, là? Fait que la meilleure place où commencer, si t'es vraiment engagé à un changement, c'est l'endroit qui te challenge le plus. Oui, je comprends qu'il y a certaines personnes, c'est comme moi, par exemple, j'ai déménagé, je suis au Mexique maintenant, j'ai quitté le Canada, on a fermé l'entreprise, puis... mais c'était ça vers quoi j'étais engagé. Le COVID a été le déclencheur qui a fait que ça a été possible. Mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va arriver. Mais il y a une direction vers quoi tu vas t'en aller. Fait que là, tu vas dire, oui, j'ai des enfants, fait que je peux pas déménager. Il y a des écoles partout dans le monde. Moi, j'ai des amis ici, ils ont 3 enfants. Il y en a 2 qui ont certains problèmes, on pourrait dire physiques. Ouais. Ils sont école à la maison. Ils ont travaillé partout, ils ont voyagé partout. Et donc, normalement, il y a tout le temps de possibilités, mais on pense pas que c'est possible. Mm-hmm. On se limite par qu'est-ce qui est la normalité. Il y a Solomon Ash qui a fait des études incroyables. C'est si on a, par exemple, 9 personnes qui sont des acteurs, puis il y en a un qui n'est pas un acteur, mais il ne sait pas. Il pense que c'est toutes des personnes normales. Et les 9 qui sont les premiers à passer donnent toutes une mauvaise réponse. Même si la personne sait que ce n'est pas la bonne réponse, va quand même donner la mauvaise. J'avais vu cette étude-là. La plupart du temps, les gens vont donner la mauvaise réponse, même s'ils le savent. Il y en a qui vont être un peu plus rebelles, puis ils vont faire non, non, pour moi, c'est ça, puis c'est ça qui est vrai. Puis... mais c'est pas la majorité, c'est une minorité. Et donc, c'est beaucoup plus confortable de rester comme tout le monde, d'être comme tout le monde. Donc, quand tu te sens différent, tu veux faire les choses différemment, tu vas te faire juger par qui? Par tes parents, par tes enfants, par... Fait que là, tu ne vas pas prendre action, mais c'est là que tu vas avoir ta transformation. Mm-hmm. Tu sais, je suis comme pas heureux dans mon travail. OK, fait que là, tu passes 40 heures en moyenne par semaine dans ton travail, qui est la moitié de ta vie, à peu près. Tu n'es pas heureux là-dedans, mais tu es dans un confort parce que tu sais c'est qui tes gens avec qui tu travailles. Ton salaire, tu sais exactement, mais tu n'es pas heureux. Fait que si tu veux changer, je vais changer, je vais faire quoi? Je suis médecin, j'ai eu 7 ans de ma vie à avoir mon diplôme. Après 3 ans, je suis pas content, j'aime pas ce que je fais. J'ai passé 7 ans de ma vie, j'ai investi tant, je vais te changer, je ne ferai pas. Et donc, on préfère cette stabilité. Et les études le démontrent aussi que si tu as un choix entre... Je te donne un choix entre 2 choses. La première chose, c'est que tu as 50% des chances d'avoir un choc électrique qui te donne de la douleur. Le deuxième, 100% des chances d'avoir le choc électrique. Quel que tu choisis? 50%. C'est ça. Donc, consciemment, on choisit le 50%, mais notre corps est en train de capoter à ce moment-là. Lui, il choisit le 100%. Pourquoi? Parce que c'est une savoir à quoi certitude. s'attendre, c'est ça. On sait exactement ce qui va arriver. L'autre, on ne sait pas, et donc c'est un stress immense. Je comprends. Donc, on préfère dans notre vie souffrir que d'aller dans quelque chose qui est inconnu, vers où est-ce que le bonheur va être, vers où est-ce que les choses vont changer, est-ce qu'on veut vraiment. Mais on préfère rester dans notre stabilité, même si on est en train de souffrir. Mais ça, est inconscient. C'est pour ça que je dis, saute dans l'endroit que tu ne veux pas aller. Il y a beaucoup de gens au niveau de la manifestation, par exemple, qui vont dire, donne 10% de ton salaire, de tes revenus, et détache-toi de tout et tu vas faire 10 fois plus. Et là, les gens sont comme, oh, 10%. Là, ils commencent à négocier. Ah ben 10%, est-ce que c'est après impôt? Est-ce que c'est c'est ci? ça. Donc, en réalité, on veut tout le temps rester dans notre zone de confort. Mm-hmm. Et on veut le résultat. Mais en réalité, on n'est pas prêt à faire le travail. Ouais. Tu sais, tu étais patineuse artistique. Ça te demandait de l'effort. Si tu voulais passer au prochain niveau, ben, il fallait que tu te pousses, puis tu allais tomber, puis ces choses-là. Puis la même chose, moi, en ski, c'était dangereux par moment. Là, tu te stressais, tu stretchais, comme on pourrait dire. Oui, dans tous les sens du terme. Et c'est là qu'on était. Fait que c'est intéressant parce que dans les athlètes de sport de haut niveau, dans les entreprises de haut niveau qui font beaucoup d'argent, ils vont se retrouver avec des coachs mentaux, des coachs techniques, des coachs de ci, des coachs de ça. Ils vont dépasser leurs croyances, ils vont dépasser leurs choses. Dans notre vie personnelle, on en parle pratiquement zéro. Mm-hmm. On sait que toute entreprise qui va avoir du succès doit avoir une mission, vision, valeur. Tu commences à changer un peu, mais ça reste quand même, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Personnellement, qui en a? On n'en a pas, en général. Fait qu'on se demande pourquoi qu'on n'a pas la vie qu'on veut.
Puis on sait qu'une entreprise qui n'a pas ça ne fait pas de succès, ne réussira pas. C'est une des premières choses, j'ai fait un MBA, c'est une des premières choses qu'il dit. Mais quoi personnellement? C'est la même chose en entreprise. Quand une entreprise ne fonctionne pas, puis il y a des problèmes, il faut que tu te demandes 5 fois pourquoi. Ouais. Personnellement, ou la santé, on ne se le pose pas pourquoi. Ouais, c'est drôle que tu mentionnes ça, l'exercice du why. Là, je le fais faire à mes clientes au tout début, en début de processus. Parce que souvent, on arrive avec une raison un peu en superficie. Là. Je veux perdre du poids, genre plus d'énergie, je veux mieux manger. Mais comme on va aller creuser, là, pourquoi. Puis là, on arrive à quelque chose qui est vraiment profond, qui est dans le ressenti, qui est émotif, même souvent, tu sais. C'est des choses qui sont comme très simples, mais si notre vie, c'est juste à propos d'avoir de l'argent, t'as pas besoin de se poser ces questions-là. Mais si notre vie, c'est à propos d'évoluer, c'est à propos de retrouver un plus grand bonheur, c'est à propos de vivre qui on est à l'intérieur, il faut commencer à changer la perspective de comment est la vie. Ouais. Et pour moi, ça, c'est le plus gros facteur, mais ça demande un peu plus de challenge, parce que là, il faut apprendre, il faut poser des questions davantage, versus que je me lance dans des endroits que je suis pas confortable. Ben, c'est pas difficile dans un sens, mais c'est là que tout, dans un sens, va remonter, puis tu vas faire face à tes challenges, à tes difficultés, puis tu vas grandir le plus. D'une façon, c'est très facile de sauter là, mais c'est très challengeant. Oui, mais j'aime que tu sais, je te pose la question, où est-ce qu'on commence? Je pense que ça, c'en est des pistes d'action très simples. C'est quoi ta mission de vie, tes valeurs de vie, ton why, ton pourquoi de vie, puis juste de commencer et réfléchir là, c'est déjà beaucoup. Le challenge de ça, c'est que si je fais l'exercice, par exemple, avec quelqu'un dès le départ, c'est ses croyances, c'est sa vision du monde qui définit ce qui est possible, qui définit sa mission. J'ai fait l'exercice des missions avec beaucoup de gens. Souvent, tu vois 2 types de missions. Une mission qui est à propos de soi-même, puis une autre mission qui est à propos des autres. Tu vas voir souvent, plus que les gens vont évoluer, plus que leur mission va penser de centrer sur soi-même versus les autres. Si tu crois que le monde matériel est la seule réalité, que c'est d'avoir le diplôme, d'avoir le bon travail, que si ta mission, ta vision, puis ces choses-là vont être alignées avec cette réalité-là. Et donc, oui, c'est un travail qui est intéressant, mais ça reste que c'est qui est en train d'observer. Un peu juste avant l'appel, je parlais du mode observateur. C'est un concept qu'on voit de plus en plus en physique quantique, qu'on entend de plus en plus. Bon, c'est l'observateur qui va faire que l'électron va apparaître à tel endroit. Là, je garde ça simple. Mais si je change pas, c'est qui l'observateur qui crée sa réalité, ben, je vais réécrire la même chose, mais je vais vivre dans ma réalité qui est très petite. C'est ça. Il faut changer notre vision du monde, principalement. Il faut commencer à avoir des croyances qu'on va transformer. Nos croyances sont bâties beaucoup par nos parents, par l'éducation, par nos gouvernements, les corporations, et ainsi de suite. Donc, si on ne change pas ça, oui, on va avoir un beau plan d'action avec une nouvelle mission, des valeurs, des choses comme ça, mais il faut changer normalement la plupart de ceux-là vers quelque chose d'inclusif, de plus unité, de plus d'amour, de plus d'énergie, dans une réalité complètement différente. Ouais. Ce que je fais dans mes programmes, c'est à propos de mon programme Bonheur Quantique, c'est à propos de transformer comment que les gens voient la réalité. Donc, je parle pas de santé, on parle vraiment de comment que le monde fonctionne, cet aspect du monde quantique, on démystifie l'aspect newtonien, qu'est-ce que Darwin nous a amené, beaucoup de concepts qu'on a été appris à éduquer, que voici comment la vie fonctionne, et je démystifie tout ça avec la science. Et leur bonheur augmente d'une façon radicale, leur santé augmente d'une façon radicale. Pourquoi? Parce qu'ils changent qui ils sont à l'intérieur réel de qui ils sont. Leur mission, leur vision, leur rêve, ces choses-là sont toutes en train de changer. Mais on n'a pas parlé de ça. En réalité, indirectement. C'est comme, on voit que la vie devient comme dans un sens illimité. Mon nom d'entreprise, c'est Vita Quantum. Vita veut dire la vie. Quantique, c'est la physique des possibilités. Mais c'est de réaliser que la vie est remplie de possibilités. Fait que ça éveille ta vie aux possibilités illimitées. Et donc, c'est de commencer à croire que tout devient possible. En quantique, tout est possible. À certains degrés de possibilité, c'est un peu pour ça que c'est comme ça, mais tout est possible. Il y a un concept qui est assez radical, qu'il essaie de superposition. L'électron est partout en même temps. Et là, attends, partout en même temps, il peut juste être une place dans le monde newtonien, dans le monde de ce qu'on a appris dans la physique classique. C'est comme nous autres, on peut juste être à une place. L'électron, il est partout en même temps, puis si on regarde dans les processus de
comment ça s'appelle donc? La plante, quand elle reçoit le soleil, transforme en énergie. Photosynthèse? La photosynthèse. Synthèse? Je fais du franglais pas mal, moi aussi. Photosynthèse, on parle de 99% d'efficacité du transfert d'énergie. Il n'y a aucun processus sur la planète qui a un processus aussi proche que ça. La seule explication, c'est que l'électron se retrouve partout en même temps, parce que sinon, il faut qu'il fasse un chemin. Il va perdre l'énergie toute l'heure. Il y a des affaires comme ça, tu fais, oh, la réalité n'est pas comme on pense. Il y a des concepts comme ça qu'un électron peut passer l'autre bord du mur. Hein? Mais attends, là. Tu dis une particule peut sauter dans le mur, mais il y a la probabilité qu'il finisse sur l'autre côté. Il est partout, mais il peut être l'autre bord en même temps. C'est ça. C'est pour ça que tu regardes dans ton ordinateur, si tu l'ouvres, tu vois que les processeurs ne sont pas collés. Parce que s'ils seraient collés, on aurait des problèmes, les ordinateurs ne fonctionneraient pas, parce que les électrons seraient tout le temps en train de changer d'un processeur à l'autre. Fait qu'on sait que ça existe. Mais ça existe juste sur nos ordinateurs, les fMRI, les scans à l'hôpital. Toutes ces choses-là fonctionnent juste à cause du quantique. Et aujourd'hui, on se parle à cause du quantique, sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais si on dit tout est énergie, il n'y a pas de différence avec nous aussi. Oui, exactement. Commencer à comprendre que la vie n'est pas nécessairement comme on pense qu'elle est, mais qu'elle est beaucoup plus illimitée. Et c'est pour ça que tu dis, OK, ben, changer de job. Est-ce que je veux changer de pays? Est-ce que je veux... Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Mais là, on revient encore à Solomon Asch, comme tout le monde. Si je viens différent, les gens vont me critiquer, vont me juger. Et donc, c'est préférable rester. J'avais une de mes clientes qui avait un très, très gros poste dans une très grosse entreprise, puis elle était comme, je suis plus capable. Elle a dit, moi, j'ai quitté ça, j'ai commencé à me former dans du coaching parce que j'aimais aider les gens, puis c'est un petit peu ça son travail indirectement. Et là, il y a des gens qui ont arrêté d'être son ami puisqu'elle avait plus son titre, dans un sens, sur sa carte d'affaires. Imagine. Mais il a fallu qu'elle dise, OK, ben, je vais être différent des gens avec qui je me tenais. Hein. Souvent, on va se tenir avec les gens de notre travail, et ainsi de suite. Et là, elle a changé, elle s'est retrouvée dans une autre réalité, dans une grande incertitude, des choses comme ça. Mais elle dit, ça m'a pris du courage, mais à quel point que les gens ne peuvent pas comprendre que quand tu fais ça, c'est comme si tu viens de relâcher une tonne de briques sur tes épaules, puis là, tu fais, je peux vivre maintenant. Ouais. Mais c'est cet endroit-là qui est inconfortable. Mais on ne veut pas y aller. Tu as mentionné le mot courage. Ça prend du courage, ça prend de la résilience, tu sais. Puis moi, dans ma mission de vie, mais aussi de business, il y a beaucoup l'aspect vivre selon tes termes. Et si c'est toi ce que tu veux vraiment, qui est aligné avec toi, ton essence, ben, tu sais, fais-le selon tes termes, et pas parce que tes parents t'ont dit que tu devais faire ça ou parce que tout le monde autour de toi fait ça. Tu sais, moi, j'ai souvent été le petit mouton noir, la petite rebelle, la fille qui fait les choses différemment de la norme de la boîte, tu sais. Puis c'est pas facile au début parce que, surtout, tu sais, quand t'es plus jeune, moi, j'ai commencé assez jeune, à vivre différemment. Ben, dans le début vingtaine, quand tous tes amis se marient, s'achètent une maison, voiture, ils ont des enfants, etc. Puis toi, t'es comme, non, je m'en vais habiter en Australie, puis je m'en vais en Amérique latine avec mon backpack, tu sais. T'es souvent... t'es souvent un peu la cible des projections des autres. Jusqu'à temps que, je parle pour moi, mon expérience personnelle, que tu apprends à t'assumer un petit peu plus, puis à justement à ressentir les effets bénéfiques que ça t'amène dans ta vie, dans ton bonheur, d'avoir eu le courage de faire ces choix-là malgré les projections des autres ou les critiques des autres ou même les rejets des autres. Après ça, c'est comme, quelle belle vie légère. Mais c'est un processus, tu sais. Fait... Mais c'est un peu ça, quand moi j'ai quitté l'école, j'ai le cégep, mais tout le monde était comme, mais là, qu'est-ce que tu vas faire? C'était comme la grande réalité. Mais si on regarde les gens qui réussissent en affaires aujourd'hui, on s'en parler de leur vie personnelle, des choses comme ça, la révolution, mais ils vont tous pas aller à l'école. Fait que tu sais, c'est comme on associe certaines choses qui ont une certaine façon de le faire, mais ça veut pas dire que c'est ça. Puis moi, je me rappelle quand j'avais 14 ans à peu près, je voulais quitter l'école, ils m'ont assis avec le directeur de l'école pour me montrer que j'étais très intelligent. C'était un collège privé, que j'avais la troisième meilleure note d'admission d'entrée. Mais les études ne démontrent pas que l'intelligence a un lien avec la satisfaction de la vie, et ainsi de suite. C'est plutôt la créativité, ce que l'école détruit. Il y a une étude qui a été faite par un chercheur de la NASA. À 5 ans, on est à 98% créatif. Puis, si je vois rapidement, chez l'adulte, on est rendu à 2%. Quand on lui a demandé c'est quoi la raison, il a dit c'est l'école. Un plus grand facteur sur le succès, sur la satisfaction de la vie, et ainsi de suite.
Et donc, pourquoi qu'on fait des examens d'entrée sur l'intelligence? Il faut revoir les paradigmes, il faut revoir les choses comment elles sont. Tu sais, si j'habite ici au Mexique, on a des écoles Waldorf, on a Montessori, on a des écoles Forest, c'est tous les enfants apprennent un peu par eux-mêmes, c'est un peu un concept de l'enfant choisi par lui-même, c'est un peu ce qu'il va apprendre. Je rencontre les enfants, par exemple, de mes amis qui sont école à la maison, qui sont incroyables. J'ai jamais vu des enfants comme aussi allumés, aussi intelligents, c'est incroyable. Chaque jour, ils vont faire quelque chose de différent, ils vont apprendre dans la nature, ils vont voir telle personne. L'école de la vie, hein, comme tu mentionnais, là. Exactement. L'école de la vie. Donc, ça a été, même c'est quelque chose qu'on connaît, les enfants qui font le tour du monde, quand ils sont à bas âge, c'est des enfants qui sont complètement différents des autres. Oui. Et donc, c'est pas parce qu'ils sont nés différents, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose de différent. Exposés à d'autres choses. Exactement. Est-ce que tout le monde est pareil? On s'entend que non. Mais l'école est faite que pour tout le monde soit pareil. Exact. Fait qu'à ce moment-là, on trouve des façons pour que les enfants à l'école puissent avoir quelque chose, un tapis roulant ou qu'ils soient stimulés au lieu d'essayer. C'est comme on a un problème, on règle pas le problème, on essaie de trouver des solutions pour qu'ils aient gardé assis. Donc, tu sais, c'est voir ça différemment, comme tu as dit. Ouais. Je pense que c'est une chose qui ressort beaucoup de notre conversation aujourd'hui, là. C'est de comme voir la vie différemment, challenger nos croyances, s'ouvrir à d'autres façons de vivre, tu sais, puis observer les jugements puis la résistance qu'on a quand on a cette ouverture-là, surtout au début, tu sais. Puis même là, quand vous écoutez cette conversation-là, je suis sûre qu'il y a une petite voix, observez cette petite voix-là qui est comme, ben là, l'école, c'est important. OK, mais ça vient de où cette croyance-là? Tu sais, fait qu'observez vos résistances, vos croyances qui remontent. Donnez-vous du temps pour, tu sais, processer ça. Puis après ça, soyez dans l'action avec un petit changement qui va vous ramener un petit peu plus proche du bonheur, tu sais. Mais tu sais, si on dit que le but de la vie, c'est le bonheur. Puis on sait qu'en général, l'argent n'amène pas vraiment le bonheur. Jusqu'à une certaine limite, là. Oui, un peu comme la pyramide de Maslow qui dit, bon, une certaine sécurité, avoir un toit, manger, ces choses. Mais comment l'être humain vivait anciennement? Il vivait sous forme de communauté. C'était principalement les sages, donc les vieux du village, qui enseignaient la vie aux jeunes, pendant que les parents, eux autres, étaient plus en train de travailler sur la terre ou à la chasse, ces choses-là, parce qu'il y avait la force physique. Et donc, les enfants étaient élevés de façon communauté. On ne peut pas leur poser la question, mais c'était quoi le taux de dépression, le taux de suicide, le problème mentaux, ces choses-là? D'addiction, dépendance. C'était pas vraiment présent. Tu sais, je le vois ici au Mexique, c'est quand même assez intéressant. Tu sais, on n'est pas très loin. C'est un pays développé et sous-développé en même temps. C'est un peu les deux réalités qu'on a ici au Mexique. Mais quand je vais au restaurant, je vois pas un enfant sur leur téléphone. Zéro. Ils sont tous en train de jouer à quelque part, ils sont en train de tous se jouer ensemble, puis ils se connaissent pas, ils se font tous des amis. J'ai pas cette expérience-là au Québec. Ni au Canada, en Europe, aux États-Unis, je ne vois pas, je voyage quand même beaucoup. Et donc, on remarque qu'ils vivent ils sont connectés avec la nature ici, on est complètement dans la nature, c'est une autre réalité. Mais il faut retrouver cet aspect de connexion. C'est rendu sur une rue, là. Tout le monde a sa scie, son marteau, on est tellement individualiste, on ne parle pas vraiment à nos voisins. C'est comme ils vont me demander de venir l'aider, ça me tente-tu pas? J'aime mieux écouter la télé. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quoi la vie avant de se dire « Ah oui, mais ça fait pas de sens, l'école, non, c'est important. » Est-ce qu'avant, on était aussi malheureux qu'aujourd'hui? Je pense pas, moi. Je pense même si on retourne il y a 50 ans, un peu comme nos parents, par exemple, à moi et toi, peut-être certains d'entre vous nous écoutez, la vie était beaucoup plus simple. Maman restait à la maison. C'était possible dans ces années-là. S'occuper des enfants. Il y avait beaucoup plus de communauté. Parce que les mères se regroupaient davantage. Les enfants pouvaient aller jouer dans la rue. Je me souviens, nous, on partait des journaux complets en arrière d'un champ, des écuries, à vélo, puis c'était plus sécuritaire. Donc, on a un paradoxe qui est le paradoxe du progrès. On a tellement évolué aujourd'hui, c'est très intéressant. On a évolué, on a le plus d'accessibilité à tout, on a le plus grand confort, mais on est plus malade et plus malheureux que jamais. Fait que si on se dit, oh, l'école c'est important, mais je dis pas que c'est pas important. Mais il y a quelque chose qu'on manque complètement actuellement,
qui fait que le taux de suicide ne fait qu'augmenter, le taux de maladie mentale ne fait qu'augmenter. Et donc, il y a un problème à quelque part. Mm-hmm. C'est sûr, quand tu es à la poursuite du bonheur, c'est essoufflant. Ouais. Hein, tu cherches la prochaine promotion, un peu plus d'argent, le prochain ici, tu y atteins jamais. Et donc, c'est stressant. À un moment donné, tu commences à te décourager, tu commences à dire que tu es un problème. Et donc, tu te viens dans ce cercle vicieux qui est faire pour atteindre quelque chose. Mais si tu veux vraiment atteindre quelque chose de différent, change qui tu es, tu vas faire les choses différemment et tu vas avoir un résultat différemment. Mm-hmm. Donc, on revient encore, le monde observateur. Change qui tu es, qui observe la réalité. Qu'est-ce que tu as de besoin? Il y a une chose que j'ai remarquée. J'ai pas vu de science. J'ai pas cherché pour de la science à ce niveau-là, parce que normalement, je cherche pas mal tout. Et ce qu'on voit, c'est que plus que les gens évoluent, dans un sens spirituellement, au niveau de la conscience, ces choses-là, et moins qu'ils ont besoin de matériel, plus qu'ils se détachent de ces choses-là. Et c'est une des plus grandes souffrances au niveau du bouddhisme, c'est l'attachement. L'attachement à qui nous sommes, à notre physique, le botox, ces choses-là. On s'attache à rester jeune, au matériel, et ainsi de suite. Et quand tu poses la question aux gens qui sont sur leur lit de mort, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont passé à côté. C'est toute une question de relation, c'est une question de connexion. C'est ces choses-là qu'ils vont regretter et pas d'avoir eu leur Ferrari ou leur ci ou leur ça. Tu sais. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, hein, un peu la sagesse de ces gens-là qui font face à des réalités. Il y a un Américain, Diamond Brinkley, qui a été foudroyé par un éclair 2 ou 3 fois, quelque chose comme ça. Les chances que ça arrive une fois. Ben oui, c'est ça. Il est mort et il est revenu. Et mon père l'a rencontré et il dit, j'ai jamais vu une personne aussi comme détachée du monde, tellement heureux, tellement grand cœur. Quand j'y ai fait un câlin, j'étais comme, c'était incroyable. Parce qu'il a vécu quelque chose, il a vécu la mort, et bien, c'est des choses de transformation. Je ne recommande pas à personne, mais si vous le vivez, normalement, ça vous transforme. Oui, c'est ça. Parce que vous réalisez que notre vie n'est pas celle qu'on vit actuellement. Exact. C'est un peu ça, mon programme, c'est de challenger des croyances. Dans un sens, j'étais un peu un genre d'électrochoc, je suis un peu rebelle dans ma personnalité. Un éclair bien reçu. C'est cette partie-là, il faut se réveiller dans un sens et se dire, hey, je suis peut-être pas heureux dans ce que je suis. Ouais, peut-être sauter dans le bas du pont, dans un sens dans qui je suis, puis changer cette réalité-là. Et le vrai courage est là. Ouais. Et c'est pas de faire un saut comme je faisais des sauts, par exemple. Je pouvais faire un saut inversé sur 100 pieds de long, 30 mètres de long. Ça, c'est un peu de la folie. C'est pas du courage. Le vrai courage, c'est de faire face à qui tu es en réalité. C'est de faire face à tes traumas, faire face à tes souffrances. Et là, le vrai courage, c'est ça le plus difficile. Donc, tous les sports extrêmes, aujourd'hui, c'est en croissance immense. Les gens recherchent quelque chose. Moi, j'ai été comme ça. Je cherchais quelque chose. Je pensais que c'était à l'extérieur. J'avais du plaisir. Hey, c'était incroyable. J'étais pas plus heureux. Oui, ben c'est ça. La distinction était super importante entre le plaisir puis l'état de bonheur, là. Qu'est-ce que tu offres? T'as des livres, t'as des programmes, bonheur quantique, santé quantique. Parle-nous un petit peu de où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi, acheter tes livres. T'as un livre qui sort là, justement cet automne autour de la date de sortie du podcast. Fait qu'on va encourager les gens à aller acheter ça. Fait que parle-nous un petit peu de tes offres, Philippe. J'ai un livre qui sort le 23 octobre, donc La vie repensée. Clin d'œil au livre de mon père, La santé repensée, la douleur repensée. Et on est arrivé avec un sous-titre qui est « Quand la science quantique et la spiritualité se rejoignent, le bonheur se matérialise ». Et donc, il faut réaliser que plus qu'on comprend la vie, hein, on parlait de l'ignorance de la réalité, ce que le bouddhiste amenait, plus qu'on commence à comprendre ces concepts-là, plus qu'on peut s'ouvrir à autre chose. On a amené énormément de choses. Et c'est un livre très, très différent, parce que souvent, les livres sur le bonheur, ça va être les 25 techniques, les 25 si, les fais ci, fais ça. Mais il faut déconstruire l'observateur. Il faut arrêter d'utiliser des outils. On en a des outils. Chercher sur Internet des outils sur le bonheur, il y en a 1 million. Ouais. Mais il faut challenger nos croyances, il faut challenger les choses. Et à chaque chapitre, on vous amène plein de questions de réflexion en lien avec ce qu'on a vu pour vraiment vous poser à dire, hey, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça l'école? Est-ce que c'est ça les leaderships? On a amené plein de concepts différents. Au début, la première partie, on a fait comme 3 parties. La première partie, c'est vraiment à propos de comprendre comment la vie elle fonctionne en réalité avec le monde quantique, la spiritualité. Avec plein d'études, plein de sciences, c'est ce qui est la beauté dans tout ça. La deuxième partie, on a commencé à l'amener dans différents domaines de la vie. Hein. On parle d'éducation, on parle du leadership, on parle des entreprises, on parle de différents domaines comme ça. Pour voir, il faut redéfinir comment on interagit.
Puis après ça, c'est quelques trucs, mais en amenant les concepts qu'on a amenés et on fait ces liens-là et pourquoi, par exemple, la gratitude. On sait toute la gratitude, mais qu'est-ce que la gratitude apporte? Qu'est-ce qui fait que la gratitude amène certains bénéfices? Et pour moi, ce livre-là va être vraiment un livre qui va challenger la réalité des gens. On veut vraiment en rendre, un peu comme les livres de mon père, surtout La santé repensée, ça a été amené à challenger comment on voyait la santé, mais là, c'est comment on voit la vie par rapport à ça et vivre plus heureux. Donc ça, c'est un gros point. Et actuellement, en date d'aujourd'hui, quand ça va sortir, ça se peut que ça soit disponible. Je travaille sur un cours 101, qui est comme une simplification de mon grand cours, qui est mon cours santé quantique, qui est un cours de 3-4 mois. Il est variable un peu là, selon quand il sort, là, avec les vacances, les ci, les ça. Mais le programme de santé quantique, c'est mon programme de recherche de thèse doctorale. Fait que la thèse a été faite spécifiquement pour démontrer est-ce qu'on est capable de transformer le réel bonheur en seulement 3-4 mois. Okay. Et avec les données préliminaires actuellement, là, je suis dans l'analyse des données aujourd'hui. Ça regarde bien jusqu'à date. Ça regarde très, très bien. J'avais fait un premier groupe test, là, la satisfaction de la vie, le bonheur. Elle va augmenter d'à peu près 33 %. Les neurotransmetteurs, la même chose. Les symptômes généraux avaient diminué de grosso modo 33 %. Le stress, la même chose. Il y avait comme à peu près, tout était à peu près autour de 33 % plus ou moins. Wow. Et là, j'ai 50 personnes. On a testé plein d'affaires aussi. Donc, ça va être très intéressant. Mais je suis présent avec les gens, je réponds aux questions, on interagit, ces choses-là. Donc, c'est pas à tous les jours que tu peux t'inscrire. Fait que je fais une version vraiment simplifiée, qui est mon programme 101, Bonheur Quantique 101, qui va être disponible n'importe quand. Et une des choses que pour moi qui est importante, c'est de rendre les choses plus accessibles possible. Fait que si tu fais ce cours-là, par exemple, mais tu déduis ce montant-là que tu as investi pour le programme 101 pour quand la cohorte du Bonheur Quantique va sortir. Et donc, il n'y a comme pas de risque de dire, je vais attendre pour ça. Donc, commence maintenant, commence à changer des choses, commence à changer ta perspective. Il y a beaucoup de travail sur l'inconscient qu'on fait aussi, c'est qui est très important parce que il y a un mécanisme qui est, dans notre cerveau, il y a un mécanisme, quand on parle du conscient, mais il ne veut pas aller dans l'inconscient. L'inconscient est là pour nous protéger, nous faire survivre. Souvent, dans la conversation, juste dans une conversation, c'est difficile d'aller travailler. Donc, si on comprend des nouvelles choses, comprendre des nouvelles sagesses, des nouvelles réalités, on peut avoir un moment d'élimination dans un sens, un moment d'éclat. Et là, on peut avoir une transformation. Mais si on veut changer certaines paradigmes, certaines croyances, certaines choses, c'est travailler beaucoup sur le conscient. Fait que je travaille sur ces deux choses-là, un peu sur le passé et créer un futur différent. Et c'est un peu comme une montgolfière, je donne l'exemple. Si tu veux que ta montgolfière lève, il y a deux choses à faire. Enlever du poids. Fait que ton passé, il faut l'enlever le plus possible. Puis il faut mettre du feu pour l'élever. Et le feu, c'est vers le futur. La plupart des programmes vont travailler sur un des deux. OK. Ta montgolfière, s'il y a bien du poids, tu veux mettre du feu, créer des rêves, créer des missions, créer des ci, créer des ça, c'est bien beau, mais tu traînes du poids énormément. Si tu fais juste enlever le poids du passé, oui, mais pas en train de s'élever non plus. Et donc, j'aime bien de travailler sur ces deux concepts-là parce que c'est ce qui va vraiment faire une grosse différence. Et peu importe le programme sur lequel on va travailler, c'est des choses. La même chose sur le programme Santé Quantique que je vais sortir en 2025. Ça va être challenger tous les paradigmes. On parle du monde quantique. Et donc, c'est une autre réalité. On ne parle pas de ce que tu manges. On parle de qu'est-ce que tu manges et fait de. C'est pas fait de vitamines et minéraux, c'est fait d'électrons, de protons, de photons, et ainsi de suite. Donc, c'est une autre réalité complètement différente dans comment j'amène les concepts qui challengent beaucoup notre réalité. J'adore ça. Ça me parle, ça m'intéresse. Je vais mettre tous les liens dans la description du podcast. Quand ton livre va sortir officiellement, tu m'enverras aussi le lien où est-ce que c'est plus facile pour les gens d'aller se le procurer. Puis j'ai même une petite section Explore là, sur ma page, sur mon site web où est-ce que je mets des choses que moi j'aime, que j'utilise, des livres. Donc, je te rajouterai une petite place là, sur la page Explore en même temps. Il me reste une question à te poser, Philippe, que je pose à toutes mes invités à la fin de chaque entrevue. Mais je voulais juste te remercier encore une fois d'avoir eu cette conversation avec nous aujourd'hui. Moi, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Je suis sûre que c'est la première de plusieurs conversations qu'on va se recroiser. Je viendrai te voir au Mexique. On fera des cérémonies ensemble, puis on pourra créer une belle énergie là pour continuer à nous avoir notre bonheur, puis après ça le spread out comme on dit aux autres. Puis félicitations pour ton parcours, pour ce que tu crées, pour qui tu es surtout. C'est vraiment, vraiment inspirant. Merci, merci. Ma dernière question, est-ce que tu as une citation préférée? Laquelle et pourquoi?
Je dirais, il y en a une qui me vient là actuellement, j'en ai plusieurs préférés, mais faire la même chose encore et encore, Einstein disait c'est de la folie. Mm. Et on vit toute notre vie presque de cette façon-là. Tantôt, je parlais faire. Puis après ça, on s'attend à des résultats différents. Fait qu'en réalité, on est tout un peu fous en réalité. On disait qu'Einstein était fou, mais Einstein est un génie dans tout ça. Il y avait un très gros côté spirituel. Donc, il faut commencer à être plus. Et mon professeur de thèse, Dr. Amit Goswami, qui est un des pionniers, ça fait presque 45 ans qu'il est dans ce milieu-là, il dit qu'il faut faire, être. C'est le principe de physique quantique, c'est la particule, la vague, et c'est là que toute la créativité, toute la transformation peut arriver. Parce que faire tout le temps la même chose, puis tu t'attends à un résultat différent. C'est ça, c'est de la folie. Et c'est ce qu'on fait tous en général. Ouais. Et donc, j'aime beaucoup cette petite réalité-là, mais c'est quand même assez, quand tu commences à se poser la question, tu fais « Ah, ouais, je veux quelque chose de différent, mais je fais tout le temps la même chose. » Ouais, la raison pourquoi je pose cette question-là à la fin de chaque entrevue, c'est que moi, j'adore les quotes, les citations. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé ça. Puis un de mes top 3 de mes quotes préférés en anglais, c'est « If you want things in your life to change, you have to change things in your life ». C'est tellement simple. Et comme si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faut que tu changes les choses dans ta vie. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, pas toujours facile à vraiment mettre en action. Tu sais, donc, ça me rejoint beaucoup. Ça. Tu préfères quoi? 50% de souffrance? Mais là, on veut rester dans notre simplicité. C'est sécure, même si c'est souffrant, inconscient. On préfère rester dans notre job qu'on n'aime pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, quel genre de travailleur avec qui on va se retrouver, qu'est-ce qui va arriver, ça va être qui mon boss. Donc, on reste dans nos zones de souffrance. Ouais. Après ça, on se demande pourquoi on n'est pas heureux. C'est ça. Fait qu'on va inviter les gens à se questionner, à réfléchir sur l'épisode d'aujourd'hui, à se procurer ton livre, à joindre tes programmes. Puis voilà, je pense que ça finit bien la conversation d'aujourd'hui. Merci, Philippe. Merci, Claudia.